Bienvenue sur la première vidéo de la chaîne formationpowerbi.fr, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va regarder comment créer un tableau de bord sur Power BI comme celui-là. C'est parti. Mise en contexte. Vous êtes contrôleur de gestion dans une PME industrielle. Votre objectif? Réaliser un tableau de bord de suivi des frais par service. À votre disposition, une base SQL, vous avez du coup la possibilité de vous connecter, mais ici on va travailler avec des extractions en TXT. Vous avez aussi à votre disposition bien évidemment un budget par service réalisé sur 3 ans. L'idée, eh bien, ça va être de matcher les deux, le réel versus le budget. Et avec ça, vous avez aussi un référentiel pour bien évidemment comprendre la structure de l'entreprise avec les différents centres de coûts et les natures comptables associées. Comme d'habitude, les données sont présentes en description et tu peux les télécharger gratuitement en t'inscrivant sur le lien. C'est parti. En pratique, ça sera beaucoup mieux. Alors, avant de commencer le projet Power BI, il est bon de rappeler quelles sont les étapes pour arriver finalement à la finalité. Eh bien, c'est très simple. On va premièrement collecter les données. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a des fichiers TXT et des fichiers Excel à collecter. L'idée, eh bien, c'est de les aspirer à leur endroit. Par exemple, on peut très bien stocker les données sur un SharePoint. Nous, ici, on va utiliser plutôt une structure en local sur notre PC, mais la possibilité finalement reste infinie dans la connexion. Power BI te permet de te connecter à bon nombre de sources. Ça, c'est notre première étape, c'est la collecte. Maintenant, on va regarder la deuxième étape. La deuxième étape, elle consiste à transformer les données. Quand on dit transformation, on dit aussi nettoyage et enrichissement. On peut même aussi considérer la modélisation dans la transformation. L'idée, ça va être d'une fois que tu as aspiré tes données qui sont brutes, de les déstructurer et finalement de les affiner à ton avantage pour que tu puisses les visualiser. L'idée, c'est de les rendre prêtes à la visualisation. Justement, je transitionne. La troisième étape, la visualisation. C'est là où on va s'amuser ensemble à créer des graphiques, créer des indicateurs avec le langage spécifique de Power BI, le DAX. Enfin, une fois que notre rapport sera construit avec nos petits différents filtres, etc., tu vas voir, aux petits oignons, c'est magnifique. On va publier l'application pour la partager avec d'autres personnes et notamment les autres services. Et enfin, on finira par une petite conclusion, tu le verras. C'est parti! Allez, donc c'est parti, on se retrouve sur notre PC. Peut-être que la première étape pour toi, eh bien, c'est de télécharger Microsoft Power BI. Très simplement, tu te rends dans le petit navigation Windows, donc le petit bouton ici, hop, et tu viens taper tout simplement Power BI. Si tu l'as, c'est parfait, il est déjà installé sur ton PC. Sinon, je t'invite à aller dans le Microsoft Store ici et de taper dans la barre de recherche Power BI Desktop. Tu vas voir, il y en a plusieurs, il faudra faire attention, c'est bien Power BI Desktop. Et c'est celui-là. Et là, tu as juste à cliquer sur Installer et il va donc te l'installer. J'en profite que je suis là, et bien moi je vais l'ouvrir directement et on va regarder ensemble comment commencer cette première étape de la collecte des données. Alors, une fois qu'on a ouvert le logiciel Power BI Desktop, on est censé arriver sur cet affichage. Très simplement, on vient cliquer ici et nous, on va créer un nouveau rapport. Pour collecter les données, très simplement, on a ici Obtenir les données, c'est dans la phase Accueil, ici Obtenir les données, et on a le petit plus ici qui va nous permettre d'accéder à plus de connecteurs. Nous, on va sélectionner le connecteur dossier, puisqu'on a envie en fait de combiner plusieurs fichiers qui ont la même structure. On fait se connecter et on va aller chercher du coup notre dossier. Alors normalement, si tu as en description téléchargé les ressources, donc moi ça va être dans téléchargement, tu dois avoir un dossier qui s'appelle bien débuter sur PBI 2024 et tu viens te connecter dessus. Voilà, et une fois que c'est fait, tu fais OK. Et donc là, il va lire l'intérieur du dossier. À l'intérieur, tu vas retrouver plusieurs choses. Nos extractions SQL, comme je te l'avais dit, sur 4 ans, le budget par service sur 3 ans et le référentiel Excel. Ici, plusieurs choix s'offrent à toi. Soit tu combines directement les fichiers, mais ici, ils n'ont pas la même structure, donc c'est pas pertinent. Tu les charges directement, mais ça voudrait dire qu'en fait, tu n'as pas besoin de faire de retraitement. En l'occurrence, nous, on a besoin de faire du retraitement. Donc, tu vas faire transformer les données. Et là, regarde ce qui va se passer. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et ça s'appelle l'éditeur Power Query. L'éditeur Power Query, c'est tout simplement ce qui va te permettre de transformer les données au sein de Power BI.
Alors, nous ici, eh bien, la première étape, comme je te l'ai dit, c'est de requêter uniquement notre réel comptable. Alors, la première étape, c'est peut-être de renommer ici. Donc, j'ai fait un clic droit et je fais renommer. Donc, et je vais l'appeler tout simplement, on va l'appeler réel comptable. Voilà. Alors, comptable, ça serait bien avec un P. Et donc, on va venir filtrer ici dans la colonne name uniquement les extractions. Pour faire ça, on clique sur la petite flèche ici et on vient faire filtre textuel contient. Ça va nous permettre en fait de mettre une règle de filtration et on va lui dire contient uniquement extraction. Une fois que j'ai sélectionné tous les fichiers que je voulais sélectionner, donc on est bien d'accord, hein, extraction SQL, il n'y a que ça. On aurait pu aussi faire ici un filtre hein, en choisissant uniquement l'extension TXT par exemple. Mais ici, en l'occurrence, on est OK avec ce filtre-là. Eh bien, je vais pouvoir combiner l'intégralité de ces fichiers. Vous allez voir, c'est une manipulation magnifique qui vraiment va vous changer la vie. Vous appuyez sur les deux petites flèches ici. Ça fait combiner les fichiers. Et en fait, le travail va être le suivant. Il va prendre un fichier et il va les combiner à la suite des autres pour constituer une seule table complète. Je fais OK. Donc, vous avez vu, il m'a proposé un petit aperçu hein, de ce qu'il a trouvé. Donc ici, c'est bien un TXT avec un séparateur tabulation. Et pour vérifier, je viens ici, je clique sur la petite flèche et j'ai bien toutes mes extractions qui ont été combinées. Vous avez vu, quelque temps, on a réussi à combiner une base comptable très simplement. Une fois que j'ai requêté cette première base, on va aller requêter notre budget. Pour requêter le budget, très simplement, on va faire ici un dupliquer et en fait, on va venir effectivement changer notre filtration. Ici, vous avez vu, on avait filtré donc sur les extractions SQL. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de revenir en arrière ici. Vous avez vu, vous avez des étapes en fait qui sont appliquées à chaque retraitement que vous faites. Donc, on va revenir en arrière complètement. Et on va finalement prendre uniquement le budget service. Et on va venir combiner ça. Avant de combiner, on n'oublie pas, on renomme ici. Et on va l'appeler, tout simplement, budget. Voilà, je combine. Je sélectionne la première table qui s'appelle table 1 et je fais OK. Et je vais vous expliquer pourquoi en fait j'ai dupliqué la base. Hop, je regarde, je reviens dans Query et c'est parfait. Donc j'ai mon budget qui est ici et qui est chargé. Alors, que s'est-il passé déjà à ces deux chargements de fichiers? On a premièrement ici des requêtes d'assistance qui ont été créées. C'est tout simplement une requête qui va en fait finalement déterminer un standard et qui va fonctionner en mode optimisation. Donc, c'est des requêtes qui sont faites automatiquement par Power BI et vous ne pouvez pas les supprimer. Donc, laissez-les à ce niveau-là. Au pire, ce que je peux vous conseiller, c'est de les glisser dans un dossier séparé. Donc, si je reviens à ce que je voulais vous dire, pourquoi j'ai ici fait clic droit, dupliquer, pour faire ma phase budget? Très simplement parce que je vais créer une variable. Regardez. Je viens ici, je fais nouveau paramètre et je vais l'appeler var, par exemple. Je vais l'appeler même var chemin. Et en fait, ici, je vais mettre le chemin d'accès au fichier. OK? La valeur actuelle, pour l'instant, je ne sais pas. Donc, je mets, par exemple, une lettre qui me vient ici, le Q, par exemple. Je fais OK. Et je vais venir récupérer dans ma source, ici, le lien. Et ce lien, je vais venir le rentrer ici dans la variable. Une fois que j'ai créé mon paramètre, je vais venir le remplacer ici dans ma source. Et ici, je vais venir tout simplement supprimer ça en appelant le chemin var chemin. Je fais OK, je viens bien au bout et c'est magnifique, ça fonctionne. Je vais ici dans réel, je fais pareil, je vais dans la source et je modifie et je mets var chemin. Je fais OK et c'est nickel. Pourquoi je fais ça? Parce que demain, vous faites ça sur votre PC en local. Demain, si vous voulez le partager avec une autre personne, eh bien, il va falloir modifier ce chemin-là. Puisque vous avez vu, ici, c'est user et ici, le numéro PC associé, le mien personnellement, et ensuite, le fichier, enfin, le dossier en tout cas, qui contient ces fichiers. Demain, eh bien, vous transmettez à quelqu'un. Lui, évidemment, il n'a pas accès à votre PC, donc vous avez la possibilité ici de modifier. Et ça vous évite de modifier source par source. Vous avez juste à modifier une fois et ça va impacter du coup toutes les sources d'un seul coup.
J'espère que ce point a été clair. S'il n'est pas clair, n'hésitez pas à commenter en bas de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre ou de vous renvoyer vers une vidéo, peut-être avec plus de précision. Une fois qu'on a construit cette base-là, on va pouvoir continuer et aller requêter notre fichier référentiel. Alors là, je vous laisse faire. Vous savez du coup comment faire. Vous allez faire ici sur budget ou réel comptable, peu importe, clic droit, dupliquer. Ici, on n'oublie pas de renommer. Ici, on va l'appeler donc référentiel. Et on revient tout simplement en arrière ici. Je reviens en arrière. Hop, et je me permets ici de filtrer avec la colonne name pour avoir uniquement le référentiel XLSX. Je fais OK et je combine le fichier bien évidemment. Je sélectionne le tab 1 ou le tableau 1, peu importe. Ici, je sais qu'en fait, c'est un tableau qui est bien détecté et bien construit, donc je peux absolument sélectionner le tableau. Si jamais vous avez des extractions qui viennent d'une machine, plutôt d'un ERP, ou que c'est un tableau en fait qui est détecté automatiquement par Power BI, mais vous n'êtes pas sûr qu'il soit complet et bien fait, dans ce cas, sélectionnez l'onglet complet. La différence entre ça et ça, c'est tout simplement qu'ici, il y a une détection automatique d'un tableau. Vous savez, quand vous faites insérer tableau dans Excel, eh bien, c'est justement ça qui détecte. Ou alors, vous requêtez par défaut l'onglet complet, et dans ce cas, eh bien, vous êtes sûr de rien oublier. Moi, je serais d'avis de vous conseiller la deuxième solution, donc on va prendre la deuxième solution. Je fais OK. Et donc c'est bon, on a notre référentiel, c'est magnifique. Maintenant que cette phase est faite, on passe tout de suite à la transformation des données. C'est parti! J'attaque donc ma deuxième phase qui est la transformation des données. Alors, c'est le moment peut-être de vous présenter les données. Qu'est-ce qu'on a dans notre réel comptable? Eh bien, on a une colonne date, une colonne société, centre de coût, nature comptable, libellé de l'opération et montant. La première chose à faire quand on tombe sur des données qu'on ne peut pas en tout cas vérifier ligne à ligne, c'est d'analyser la qualité de la donnée. Et pour ça, Power BI dispose d'un outil très intéressant ici dans l'affichage qui nous permet d'avoir la qualité de la colonne et la distribution. Et donc quand je vais cliquer sur effectivement une colonne, je vais avoir du détail. Typiquement, ici on peut parfaitement déduire, en tout cas regarder, que l'on a 240 lignes dans notre extraction 2021 et uniquement 40 lignes dans notre extraction 2024. Jusque-là, très bien. Au niveau des dates, ce qu'on peut regarder, c'est effectivement le minimum et le maximum avec encore une fois le nombre d'écritures. On peut avoir le nombre de lignes totales sur la table complète, ici 760, et le nombre de lignes distinctes. Ça c'est intéressant parce que par exemple quand on veut vérifier les centres de coûts, on voit qu'il y a 5 centres de coûts distincts et là on est OK, on se dit bon bah voilà, c'est cohérent. Si jamais il y en avait 6 et qu'on ne les avait pas forcément mis en référentiel, justement c'était à ce moment-là qu'il fallait les ajouter. Bref, cette fonctionnalité, ça va vous permettre de statistiquement regarder vos données, d'analyser la qualité, de savoir si c'est cohérent ou non. Typiquement, dans une nature comptable, on va pouvoir regarder, on a 4 distinctes, c'est parfait. Et du coup, 0 ligne unique, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des doublons. On va en reparler. Au niveau des lignes uniques, justement, des valeurs uniques, c'est ce qui va nous intéresser quand on va vouloir matcher les données entre elles. Une fois qu'on a vérifié notre qualité des données, on va regarder ce qui va aussi nous intéresser dans les données et savoir s'il n'y a pas des colonnes à supprimer. Typiquement, ici, source name, j'en ai pas forcément besoin, mais alors je vais pouvoir la supprimer. Tout simplement, je fais clic droit, supprimer. Au niveau de la date, je vérifie le format. Le format, il est bien en date. Au niveau de la société, c'est bien du texte. Pour le vérifier, j'appuie tout simplement sur le ABC et j'ai la possibilité de spécifier le format de la colonne. Ici, donc ABC texte, date, date, le nombre entier ou le nombre décimal par exemple. Centre de coût, c'est en texte, c'est parfait. Nature comptable, par contre, c'est en nombre entier, je vais le passer en texte. Le libellé d'opération, il est en texte, c'est OK. Et le montant, il est bien en chiffres, c'est parfait. Je passe sur le budget. Le budget, pareil. Ici, le source name, ça ne nous intéresse pas. Alors attention que le source name, des fois, ça peut être utile. Si vous avez, par exemple, là, le budget par service avec une spécificité. Par exemple, le service achat, par exemple, et vous avez besoin de récupérer cette notion achat, histoire de les distinguer. Admettons que vous ayez dans votre dossier budget service achat, budget service logistique, budget service R&D, par exemple. Ça peut être intéressant. Donc ici, on va supprimer parce que pas utile.
Et on va remonter notre première ligne d'entête parce que vous avez vu, la ligne d'entête elle est ici avec les dates. Et en fait, eh bien, on ne l'a pas en haut. Donc pour faire ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle utiliser la première ligne pour en-tête. Et hop là, ça va remonter. Impeccable. Ici, spécificité du budget. Il y avait une colonne cachée. Si vous avez ouvert le fichier Excel, vous avez vu, ou peut-être pas, qu'il y avait une colonne cachée. Cette colonne cachée, c'est tout simplement un code budget. Et oui, le code budget, il est indispensable si vous voulez eh bien, récupérer cette donnée. Et donc le code budget, il est unique et il permet de segmenter et de savoir quelle ligne est attribuée, quelle valeur est attribuée à quelle nature comptable et à quel service. Typiquement pour décrypter, très simplement, HA pour le service achat et 641 par exemple pour les salaires. On a la même chose ici pour HA 606 pour les fournitures et si je descends, j'ai par exemple PR pour la prod. Tout ça, c'est, on va dire, eh bien, une bonne pratique d'avoir ce petit code budget. Alors normalement, chez vous, il a dû être fait en interne. C'est toujours, en tout cas, ce qui est fait dans les ERP. S'il n'est pas fait, vous pouvez aussi le construire vous-même. Donc, très simplement, moi, ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, on va utiliser uniquement ces codes-là. Donc, premièrement, on va pouvoir supprimer cette colonne, malgré qu'il y ait effectivement les petits détails, production, salaire, etc. Ça, on s'en fout complet, donc on supprime. Une fois que c'est fait, on va nettoyer parce qu'on a des lignes qui sont nulles et ça va nous embêter. Donc on va ici faire tout simplement défiltrer le nul et je fais OK. Et donc là, on a quand même une base qui est quand même beaucoup plus propre. Mais vous avez vu, les mois sont en colonne. Ça, c'est vraiment chiant pour Power BI parce que, et même dans Excel d'ailleurs, eh ben, c'est compliqué après pour faire nos petits graphiques et qu'on ait une belle base de données. Alors pour ça, on va utiliser la manipulation qui est de dépivoter. Et je vous rassure, dans Excel, c'est un vrai carnage pour le faire. Par contre, dans Power Query, c'est d'une simplicité qui est vraiment époustouflante. Je me mets sur la colonne que je ne veux pas dépivoter. Je fais un clic droit et je fais dépivoter les autres colonnes. Et là, regardez, on a ici tout simplement notre code budget. Je vais l'appeler code. Ici, on a bien tous nos mois. Et ici, on a bien notre valeur. Je vais appeler montant budget. On n'oublie pas de passer les mois ici en date. Hop. Et c'est magnifique. On a bien notre base de données budget prêt à être visualisée. Au niveau du référentiel, je supprime également cette colonne. Donc toujours pareil, clic droit, supprimer. Centre de coût en texte parfait. Poste de dépense en texte parfait. Nature comptable, attention. On l'avait passé en texte. Donc là, je repasse en texte. C'est impeccable. Maintenant, on va continuer. On a fini le nettoyage. On va attaquer l'enrichissement. L'enrichissement, c'est quoi? Ça va être par exemple, eh bien, vous allez calculer débit moins crédit pour faire le solde. Vous allez multiplier les quantités par des produits, par exemple, pour eh bien, multiplier et avoir le montant total. Vous allez dupliquer des colonnes, etc., etc. Vous allez faire par exemple des conditions. C'est ce qu'on va voir ici. Vous allez finalement enrichir, rajouter de la donnée qui à l'origine n'était pas présente. La première chose, on va le faire dans le référentiel. Vous vous rappelez, je vous ai dit que c'est important d'avoir une valeur unique pour matcher les données entre elles. C'est ce qu'on appelle des clés primaires. Et bien ici, on va en construire une. La clé, on veut à la fois associer le centre de coût et la nature comptable pour avoir quelque chose d'unique. Très simplement, je viens premièrement déduire ici pourquoi il y a achat et comment je l'interprète. Donc, rappelez-vous, dans le budget, on avait dit HA pour HA, PR pour production, etc., etc. Eh bien, ici, on va écrire notre condition. On va faire ici ajouter une colonne conditionnelle, et on va écrire nos petites conditions. Je vais l'appeler code centre de coût, code CC, et je vais lui dire si le centre de coût est égal à achat, alors tu me mets HA. J'ajoute une clause. Si le centre de coût est égal à labo R&D, alors tu me mets RD. J'ajoute une clause, etc., etc. On se retrouve juste après. Voilà, une fois que c'est noté, on a HA, RD, LG, PR, SV. Et bien évidemment, la bonne pratique, c'est ici de boucler la condition avec un NA. Comme ça, on sait que s'il y a quelque chose qui n'est pas matché à l'intérieur de la table, ça nous renvoie NA et on pourra
planifier une alerte du coup dans notre Power BI directement. Je fais OK. Et là, on a bien notre code CC. Je le passe en texte. Et je vais donc créer ma mesure, disons on va appeler ça plutôt ma clé primaire, en faisant une colonne personnalisée. Donc je reviens ici dans ajouter une colonne, colonne personnalisée, et je viens faire ici centre de coût. Alors pas centre de coût, mais code CC, comme on a vu tout à l'heure. J'utilise le signe et je rajoute la nature comptable. Et cette fois, je l'appelle code, pas code CC, mais on va l'appeler clé. Voilà, comme ça au moins, ça sera clair. Une fois que ma clé est faite, je la passe en texte et on est OK. De l'autre côté, pour que tout soit cohérent, au niveau du budget, je vous avais dit qu'on avait la clé déjà faite. De l'autre côté, dans référentiel, on a nommé clé. Donc ici, la bonne pratique, c'est de la renommer clé aussi. Pour faire ça, très simplement, vous double-cliquez et vous renommez clé. Au niveau du réel comptable, eh bien, on va être obligé de faire la même chose. Et alors là, eh bien, on va faire une colonne conditionnelle, etc. et on va recommencer. Eh bien, pas du tout. On va regarder pour faire autrement. Et pour éviter d'ailleurs de reproduire à chaque fois la même chose à la main, il y a toujours des automatisations dans Query. Donc nous, on va repartir de notre référentiel avec effectivement ce code CC qui est déjà fait et qui attribue un centre de coût. Et on va tout simplement faire une référence et on va l'appeler référentiel CC. La différence entre dupliquer comme tout à l'heure et référence, c'est tout simplement que regardez, ici j'ai fait clic droit, référence et regardez ce qui se passe. Ici, dans les étapes appliquées, ma source, c'est quoi? C'est le référentiel. Il se base sur cette table-là. Cette table-là, elle a eu tout ce retraitement-là. Et donc, si je dois vous expliquer la différence, c'est qu'en fait, la référence, c'est comme si c'était la continuité de la table, mais physiquement, on va la séparer. C'est-à-dire que tous les retraitements que je vais faire dans cette table-là vont impacter cette table-là. C'est comme une dépendance. Alors que tout à l'heure, quand j'ai dupliqué, je crée totalement une indépendance. Regardez. Ici, je duplique référentiel, hop, et vous avez vu, il y a exactement la même chose ici. Je supprime cette table. Une fois que j'ai fait ça, je vais supprimer les colonnes qui ne m'intéressent pas, donc ces colonnes-là. Je supprime les colonnes, et ici, je sélectionne les deux colonnes, clic droit, supprimer les doublons. Et donc là, j'ai ma base qui est unique, avec du coup achat, production, PR, etc. Et donc, si dans mon référentiel, un jour ça bouge, eh bien automatiquement, mon référentiel CC ici sera actualisé. C'est ça qui est intéressant. Et donc, je vais pouvoir automatiquement rapatrier cette donnée ici, dans cette table-là. C'est l'équivalent du recherche V dans Excel. Et vous allez voir que c'est très simple à faire. Regardez, je vais dans l'accueil, je fais fusionner des requêtes. Ici, je sélectionne la table que je veux apporter. Une fois que c'est fait, je sélectionne la clé. Ici, la clé, c'est quoi? Eh bien, c'est bien le centre de coût. Je clique dessus. Vous avez vu, il y a le matching ici qui se fait. La sélection correspond à 767 lignes sur 767. C'est parfait. Je fais OK. Et là, regardez bien. Je prends mon code CC, j'enlève le préfixe ici et je fais OK. Et là, bam, on a récupéré en instantané sur 760 lignes eh bien, le code CC. Par précaution, je vérifie toujours que j'ai le même nombre de lignes après une fusion parce qu'il peut y arriver qu'il y ait des doublons. Donc ça, il faut faire très attention. Souvent, s'il y a des doublons après une fusion, c'est probablement qu'ici, dans votre référentiel que vous avez apporté, il y a aussi des doublons. Donc, une fois que c'est bon, on va continuer et on va créer notre clé. Parce que là, on a effectivement notre code CC, mais il nous faut aussi notre clé. Alors, notre clé, très simplement, on vient prendre, comme tout à l'heure, le code CC et la nature comptable. Et donc cette fois, par contre, eh bien, il faut quand même encore faire une colonne personnalisée. Je vais l'appeler tout simplement clé. Je viens ici matcher le code CC et hop, la nature comptable. Je fais OK. Je transforme bien ça en texte. On est carré. Et donc là, si je vérifie un par un, on a le réel comptable qui est OK avec la clé. On a bien notre date, c'est parfait. Le budget, on a bien la date, on a la clé. Le référentiel, on a la clé, c'est parfait. Et notre référentiel CC ici. Eh bien, je crois qu'on a fini notre transformation des données.
on va passer tout de suite au chapitre 3, à la visualisation. J'espère que tu apprends des choses dans cette vidéo car on y a mis tout notre cœur. Si tu veux aller plus loin sur Power BI, on a créé une formation complète de 9 heures de contenu exclusif sur une plateforme 100% en ligne. L'idée, eh bien, c'est que tu puisses accéder à un contenu libre d'accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour apprendre à utiliser Power BI en entreprise. J'y ai mis 3 ans d'expérience dans cette formation avec du cadrage projet, des calculs DAX, du design, du service, du partage, de l'automatisation. Bref, c'est 100% valeur ajoutée, zéro bullshit. On a des avis qui sont incroyables, comme celui de Philippe par exemple, de Yannick ou encore de Cédric, qui nous recommande. Alors n'hésite pas à y aller. N'hésite pas à te rendre dans la description de cette vidéo, de cliquer et de regarder le programme complet de la formation. Et si jamais tu as une question, parce que c'est possible qu'on n'ait pas tout expliqué dans la page web, n'hésite pas à aller sur notre site web et à cliquer sur le petit bouton Contact et on se fera un plaisir de te répondre. C'est parti, on reprend. Alors une fois qu'on a fini de transformer les données, on va pouvoir les fermer et appliquer. C'est-à-dire qu'on va fermer le retraitement, donc l'éditeur Power Query, et on va appliquer nos modifications pour directement les transférer dans Power BI. Et donc l'objectif, c'est tout simplement d'avoir à notre disposition maintenant les données prêtes à visualiser. Alors pour faire un état des lieux rapidement de l'interface Power BI, on a ici en haut une barre des fonctionnalités avec ce qu'on a utilisé tout à l'heure, obtenir les données. Ici, transformer les données pour retourner dans l'éditeur Power Query. Nouvelle mesure, vous allez voir tout à l'heure, pour écrire du DAX et créer des indicateurs. Et publier pour, dans le 4e chapitre, partager le dashboard en ligne. Sur notre gauche ici, on a la possibilité de voir nos données brutes ou encore de constater notre modèle de données. Alors vous, normalement, le modèle de données, il n'est pas comme ça. Donc je vais faire ici gérer les relations et je vais supprimer la totalité. Je vous invite à le faire en même temps que moi, comme ça on va s'occuper de la modélisation tout de suite. Et supprimer, ok. Une fois que c'est fait, hop, vous avez normalement plus aucune relation et on va construire nos propres relations. Ensuite, qu'est-ce que je vous disais? Donc on a la vue modèle, on a la vue DAX qui a été ajoutée récemment, qui nous permet de créer des fonctions DAX et de voir le résultat. Très intéressant, c'était pas en fait dans les dernières mises à jour, ça a été rajouté là très récemment, mais c'est pas forcément utile, nous on va pas l'utiliser ici dans cette vidéo. Et bien évidemment la vue Canva ici qui va nous permettre de créer nos graphiques. Et ici, vous avez la possibilité d'ajouter une page pour effectivement créer plusieurs pages comme dans Excel. Ici, une fois que vous avez créé votre vue desktop en PC, vous avez la possibilité de créer votre vue mobile. On va le voir un peu tout à l'heure, c'est tout simplement, on vient prendre des éléments et on les glisse dans l'interface. Et c'est ce qu'on appelle l'interface responsive. En fait, on va construire le responsive de l'application. Et ici, donc, on a toute notre banque de visualisation. Et donc, très simplement, on va venir créer notre premier graphique. Mais avant ça, il va falloir faire la modélisation. Et ça, hyper important. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a créé une clé unique qui nous permet de communiquer entre les deux tables. Avant ça, je vais vous expliquer du coup pourquoi on fait ça. Alors, c'est simple. Dans l'exemple qu'on a en fait devant nos yeux, on a, je vous rappelle, une base du coup qui est réelle. Donc ici, on a notre base réelle. Et on a en face notre budget, donc la table BUD. Et vous vous rappelez, on a créé une table référentielle qui est ici. Voilà. Qui permet en fait de communiquer entre les deux. Parce que c'est effectivement l'objectif de dire comment je communique mon réel avec mon budget. Eh bien, à travers mon référentiel. Et vous vous rappelez, il y avait finalement la clé code qui permet de communiquer entre les deux tables. Et donc là, la clé, c'est la même. Et donc, c'est très simple. Quand je vais créer une visualisation dans Power BI, je vais utiliser ici ma donnée de référentiel et en face, je vais pouvoir lui dire, tu me prends le montant réel, tu me le mets en face et le montant budget, tu me le mets en face. La donnée va transiter par ce petit canal pour effectivement centraliser l'information. Alors c'est bien, ici j'ai mon réel et mon budget avec mes centres de coûts, mais si demain je veux visualiser mon réel et mon budget mais sur une date, j'ai pas la possibilité parce que j'ai pas ce point central. C'est pour ça qu'on va venir rajouter dans notre modèle
une table date qui est hyper importante dans les logiciels de BI pour avoir un axe du coup analytique temporel qui nous permet bien tout simplement de rapatrier la donnée pour avoir un point central et pouvoir faire matcher le réel et le budget. Allez, on reprend. Donc maintenant que vous avez posé le cadre et que vous avez compris comment la modélisation va être opérée dans cet exercice, je vous laisse faire et me dire. Et là, vous allez me dire, eh bien, effectivement, c'est des clés. Effectivement, donc on va glisser-déposer tout simplement de clé à clé pour créer ce qu'on a dit, eh bien, les relations entre les tables. Et donc là, on a fait bien notre première étape. Dans la théorie sur papier, je vous ai expliqué qu'il fallait créer donc une table date. Pour créer une table date, vous allez ici, et vous faites nouvelle table, et on va utiliser la fonction qui s'appelle calendar auto. Cette fonction calendar auto, elle permet de créer en fait une table de date continue en allant chercher la date minimum trouvée dans toutes les données chargées et de proposer le maximum de l'année en cours. Donc par exemple ici, si je fais un tri décroissant, ça va donc jusqu'au 31/12/2024 puisque j'ai attaqué l'année 2024. Et donc ma première date, c'est bien le 1er janvier 2021. Donc ça me permet d'avoir des dates continues. Et au-delà de ça, c'est que ça me permet de déclarer finalement à mon système quelle est la date de référence. Et donc c'est pour ça que je viens ici dans l'outil table et je fais marquer comme table de date. Ici, je clique dessus et je fais colonne de date et je sélectionne la colonne date. Je fais OK. Et je vais travailler cette colonne pour avoir des visualisations un peu différentes. Ici, on a une date complète au jour. Moi, j'aimerais avoir dans un premier temps l'année et ensuite l'année mois. Donc, je ne vais pas faire une nouvelle table ici, mais je vais bien me baser sur cette table existante et faire plutôt nouvelle colonne. Ici, on a l'outil colonne, nouvelle colonne. Et donc, je vais utiliser la fonction tout simplement hier qui nous permet tout simplement de récupérer l'année. J'appelle ma colonne date, calendrier date, je ferme la parenthèse et ici, je l'appelle année. La même chose pour l'année-mois, très simplement, nouvelle colonne, mais cette fois on ne va pas utiliser la fonction year-months, ça n'existe pas, on va utiliser la fonction format, et dans la fonction format, vous allez voir il y a une mise en forme particulière qui est sympa. Donc ici j'appelle bien ma fonction date, j'ouvre les guillemets et je les ferme, et entre les deux je mets ma convention standard, 4y2m, et je ferme la parenthèse. Je fais entrer. Et donc là, je fais attention ici, je l'appelle année-mois pour que ça soit assez explicite et que dans la vise, on ne s'y perde pas. Je pense qu'on est plutôt pas mal et donc on va faire la liaison entre ces tables tout simplement sur la date. Vous vous rappelez, ici on a une notion de date dans le réel comptable, donc je fais la même chose, je mets ici et on a une notion de date aussi dans le budget et donc j'ai juste à faire glisser, déposer et on a bien notre modèle ici qui est bon. Je peux retourner dans mon Canva et je vais créer ma première visualisation. Alors le premier truc que j'ai envie de voir, c'est la répartition de mes coûts par centre de coûts. Je vais utiliser le graphique à barres groupées. Je clique dessus, je l'agrandis un petit peu et j'insère tout simplement mon référentiel, j'insère ici le centre de coût puisque c'est lui qui est ma base centrale. Vous vous rappelez dans le modèle de données, c'est lui qui va en fait aller chercher les infos pour les centraliser. Et donc j'utilise donc cet axe-là, centre de coût, et bien évidemment je propose en face le montant budget trouvé par service et je vais dans mon réel comptable et je fais le montant. Et là vous avez vu, en l'espace de quelques clics, vous avez pu visualiser votre comparaison réel versus budget par service. Et ça, franchement, ça change la vie. Et donc, on va pouvoir faire la même chose sous un autre graphique, par exemple, par nature comptable. Donc, par exemple, ici, donc moi, j'ai cliqué, je fais CTRL-C, CTRL-V. On va, par exemple, utiliser le camembert, par exemple, ou plutôt le graphique en anneau, qui est plus sympa. Et on ne va pas le visualiser le budget, mais plutôt le réel, et non par centre de coût, mais plutôt par nature comptable. Voilà. Et donc là, tout simplement, on a créé des graphiques assez rapidement. Et ce qui va être intéressant, c'est finalement l'interactivité entre les visuels. Par exemple, ici, quand je vais cliquer sur Labo R&D, hop, vous avez vu, ça bouge. Mais là, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est aussi plutôt d'avoir les proportions plutôt qu'une surbrillance. Et bien, très simplement, je clique sur le visuel, on va dire, qui va
filtrer les autres visuels. Je vais dans Format, modifier les interactions. Et ici, il y a 3 petits logos qui se sont affichés. Et moi, je vais lui dire, bah écoute, je veux que tu filtres. Quand je clique sur celui-là, je veux que ça filtre celui-là. Je désactive modifier les interactions. Et quand je clique sur Labo R&D, achat, production, tout bouge, c'est dynamique et on a la répartition instantanée du coup de nos natures comptables. Alors, en visuel, parfois, c'est pas assez précis. Effectivement, ici, on manque peut-être un peu de précision. Alors, on peut travailler les étiquettes, premièrement. Ici, on vient dans étiquettes détaillées et on peut, par exemple, mettre toutes les étiquettes détaillées. Voilà. On peut travailler les valeurs en proposant plutôt une unité en milliers pour avoir un peu plus de précision, etc., etc. Ou alors, on peut avoir le format traditionnel. Par exemple, on peut très bien faire un tableau. Et du coup, ce qui nous permet de garder l'interactivité, mais aussi d'avoir ce sentiment de dynamisme. Alors, là, c'est bien, on a fait nos petits graphiques, etc. Donc là, on dispose, hop, voilà, j'ai envie de positionner ça comme ça. Alors ici, dans cette vidéo, bien évidemment, on va pas trop passer de temps sur le design parce que c'est une vidéo qui pourrait durer des heures. Moi, ce que je vous conseille, bien évidemment, c'est de vous rendre sur d'autres vidéos YouTube, par exemple, pour apprendre le design, ou alors tout simplement, se rendre sur la formation powerbi.fr. Alors, une fois qu'on dispose de cet élément, on va peut-être en utiliser un autre, et puis ensuite, je vais vous montrer les calculs d'axes. Alors, on va pouvoir, par exemple, utiliser la visualisation plutôt à l'année, avec un graphique en courbe, par exemple. Alors même, on va dire même année-mois, hein. Donc ici, je vais l'agrandir plutôt en longueur comme ça. Voilà. Et je vais proposer une visualisation année-mois dans un premier temps sur l'axe des X et en axe des Y. Je vais bien évidemment mettre le montant budget, mais aussi le montant comptable. Comme ça, je vais pouvoir comparer mes performances. Alors là, pas très pertinent du coup sur plusieurs années. Donc moi, ce que je conseille, c'est peut-être de mettre un filtre pour sélectionner une année en particulier. Et bien très simplement, je viens ici dans mon Canva, j'ai la possibilité de choisir un segment. Et dans ce segment, qu'est-ce que je fais? Je viens glisser l'année de mon calendrier et je viens sélectionner ici mon année. Je modifie parce que moi, j'ai pas envie d'avoir cette fonctionnalité de entre, ce qu'on appelle. Je viens dans les paramètres du segment, je fais liste déroulante et je sélectionne mon année 2022 par exemple. Ici, je fais attention au niveau de l'axe qui soit bien dans un tri adéquat. Donc ici, année-mois, je trie bien par année-mois, trier axe année-mois et croissant. Voilà. On a une comparaison instantanée finalement de notre budget. Alors ça, c'est plutôt pas mal, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire le cumulé. Alors pour faire le cumulé, on va rentrer dans une valeur d'axe. On va faire nouvelle mesure et on va faire dans un premier temps la somme finalement de notre réel montant. Donc ici, réel comptable, montant. Je vais l'appeler cumulé. Je vais l'appeler cumulé R pour réel. Et donc, ici, j'ai fait la somme. Ok, très bien. Donc, je viens ici, j'enlève le montant budget et je prends uniquement le cumulé réel que j'ai fait ici. Mais ça m'a l'air de pas forcément être un cumulé. Alors, je vais modifier ça parce qu'effectivement, le sum, c'est l'équivalent de la somme dans Excel, mais pour faire un cumulé en DAX, il faut faire un calculate sum et ajouter une petite fonction spécifique. Le calculate, ça nous permet d'insérer un filtre supplémentaire. Ici, j'ajoute une virgule et vous avez vu, la petite infobule, elle propose de rajouter un filtre. Je vais rajouter le filtre date year to date qui va nous permettre tout simplement de cumuler. Donc je viens rajouter ma notion de date avec mon calendrier. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Et là, vous avez vu, automatiquement, on a eu un cumulé linéaire. Je vais faire la même chose de l'autre côté avec mon montant budget. Donc là, très simplement, CTRL-C, nouvelle mesure, CTRL-V. Et je n'oublie pas de changer bien évidemment le nom en cumulé B. Et je n'oublie pas également de changer forcément ma colonne que je vais sommer. Et je vais prendre le budget montant BUD. Je fais entrer. Et je vais pouvoir comparer ici mon cumulé budget. Et voilà. Et donc je vois que sur la fin de l'année, j'ai un petit décalage
effectivement, j'ai fait plus de réalisés que de budget. Alors après, vous allez pouvoir finalement mettre ça en euros peut-être pour que ça soit un peu plus lisible. Donc je vais venir ici sur ma mesure, je vais mettre en euros. Hop, je retourne sur l'autre mesure, je mets en euros également. Voilà. Et ce qui me permet en fait ici dans l'infobulle, hop, directement d'avoir les valeurs en euros. Je vais pouvoir aussi gérer les décimales. Ici, je vais mettre 0 décimales. Comme ça, on sera plutôt homogène sur la valeur réelle également. Ok, très cool. Et donc ça veut dire qu'ici, quand je sélectionne 2023, vous avez vu, tout est dynamique. Donc ça, c'est vraiment incroyable pour piloter une entreprise. Puisque effectivement, quand on est contrôleur de gestion, on est confronté à avoir des fois des grands périmètres à contrôler. Et bien évidemment, sans visualisation, c'est un peu compliqué. Mais là, on voit tout de suite que on est plutôt mal parti par rapport au budget. Donc après, à voir à la suite des événements. Mais si je reviens sur 2023, voilà, très simplement, je vois ma courbe de cumulé. Et si je sélectionne par exemple le labo R&D, automatiquement, vous avez vu, ça s'ajuste. Voilà, logistique, SAV. Et donc on voit que sur les SAV, par exemple, il y a un gros décrochage par rapport au labo, par exemple, qui est assez proche. Enfin voilà, après vous pouvez mener des analyses comme vous souhaitez et bien évidemment construire un rapport beaucoup plus design. Je vous en mets un là, juste là, hop, je vous le montre à l'écran. Ça, c'est un rapport, par exemple, que j'ai pu faire, du coup, dans notre formation. Vous avez vu qu'il y a un peu plus design, un peu plus travaillé. Je vous invite, du coup, à travailler après votre rapport et de nous l'envoyer si vous en êtes fiers. On se fera un plaisir, du coup, de vous faire des retours là-dessus. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc là, on a créé finalement notre petit tableau de bord. Alors évidemment, il y a plein de fonctionnalités qu'on pourrait voir, mais comme je vous l'ai dit, et comme tout d'ailleurs, on pourrait faire des milliers de vidéos avec des milliers d'heures. Malheureusement, dans une journée, il n'y a que 24 heures. Et on va passer donc à la publication. On n'oublie pas d'enregistrer son fichier surtout, parce que c'est comme Excel, parfois ça peut bugger. Et donc, moi, je vous conseille vivement de l'enregistrer. D'ailleurs, si vous l'avez fait juste avant, bravo à vous, parce que moi, j'ai complètement oublié. Alors moi, je vais l'enregistrer très simplement dans le dossier téléchargement et je vais l'appeler fichier PBI. Je fais OK, parfait. Et une fois qu'il est enregistré, je vais pouvoir le publier. Alors, le publier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous allez envoyer votre rapport et vos données dans les services Microsoft, dans les services en ligne de Microsoft, qui est un espace sécurisé, pour le partager avec d'autres personnes. Donc ici, je vais choisir par exemple mon environnement public. Moi, j'ai plusieurs environnements, mais normalement, vous, si vous avez votre espace de travail qui est vierge, vous avez juste mon espace de travail. Donc ici, environnement public, hop, je fais double-clic et je sélectionne. Alors, si vous n'êtes pas connecté ici, ce qui est fort possible, c'est parce que vous n'avez pas de compte Power BI. Donc moi, je vous invite à aller créer un compte Power BI et de vous connecter ici. Et normalement, vous avez votre petit nom et prénom qui s'affiche. Une fois que l'opération est réussie, je vais pouvoir ouvrir le fichier PBX dans Power BI en ligne. Et donc là, il me fait ça parce que je ne suis pas connecté avec cette adresse mail. Donc, je vais récupérer, si je peux, le lien d'accessibilité et je vais l'ouvrir plutôt dans mon Google où je suis connecté. Et donc là, je vais me connecter directement au dashboard. Je sélectionne le compte et j'accède bien à mon dashboard en ligne. Et donc là, le dashboard, il est consultable uniquement par moi. Il est sur mon espace personnel qui est gratuit. C'est un compte gratuit. Vous pouvez stocker jusqu'à 1 giga de mémoire de données. Et ensuite, si vous voulez le partager avec une autre personne, vous êtes obligé finalement de prendre une licence pro. La licence pro aujourd'hui, elle est à 9,40 € et elle vous permet de collaborer et de partager avec une autre personne. Moi, en l'occurrence, j'ai une licence premium, qui est une licence encore au-dessus du pro et qui permet d'avoir d'autres fonctionnalités qui aujourd'hui, en tout cas, si vous commencez, n'est pas nécessaire. Donc ici, en fait, on retrouve exactement la même interactivité. Et donc moi, je vais le partager avec Max, l'associé du coup sur formationpowerbi.fr que vous connaissez sûrement. Et donc je vais taper son prénom, Maxime Blasco, et je vais lui faire un petit message, je vais lui faire « Coucou Maxou, voici le Power BI ». Voilà, et je lui envoie.
Et donc Max, une fois qu'on lui a partagé, il va pouvoir y accéder et visualiser ce dashboard en temps réel. Pour l'automatisation des données, parce que je parle justement de temps réel, c'est très simple. On va se rendre dans l'espace de travail environnement public. Donc ici, on a plusieurs choses. Je vais faire une vue traçabilité. Peut-être que ça sera un peu plus, on va dire, logique. Et il s'appelle ici fichier PBI. Donc regardez ce qui s'est passé. Cette vue, elle est magnifique, hein, cette vue traçabilité, parce qu'elle vous permet de savoir d'où viennent les données et comment elles sont alimentées. Et donc ici, vous avez vu, je suis bien allé chercher un dossier via une passerelle. Une passerelle, on en parle hein, du coup dans une vidéo que je mettrai aussi en description sur la passerelle. C'est tout simplement un pont entre votre PC local et les serveurs Microsoft. Ça, c'est indispensable quand vous travaillez sur une donnée qui est locale. C'est pour ça que moi, je vous conseille, si vous montez un projet Power BI, de plutôt utiliser finalement des données cloud, comme par exemple SharePoint. En utilisant SharePoint, vous n'avez pas besoin d'installer de passerelle puisque la donnée est déjà en ligne. Donc, je me suis bien connecté à un dossier et j'ai un modèle sémantique qui a été créé. Bon, ça, c'est tout simplement votre jeu de données avec la modélisation à l'intérieur. Et ensuite, j'ai ce rapport qui se nourrit de ce modèle sémantique. Ça veut dire que demain, si je veux créer un nouveau rapport, je peux très bien repartir ici de ce modèle sémantique pour créer un nouveau rapport. Et ça permet finalement d'industrialiser le retraitement de données au sein finalement de l'entreprise. Donc, pour la programmation, je viens ici sur les 3 petits points. Je fais paramètres et je vais venir ici modifier les informations d'identification. Déjà, premièrement, je fais me connecter. Voilà, donc là, il m'a bien authentifié. Il a bien vu que c'était Alexandre Stevens, voilà, qui était effectivement autorisé à se connecter. Et ici, je vais configurer une planification d'actualisation tous les jours à 9 h par exemple. Et donc là, je lui dis, tous les jours à 9 h du matin, tu m'actualises finalement en automatique ce dashboard. Pas de notification et je fais appliquer. Et donc là, tous les jours à 9 h, le modèle sémantique va s'actualiser. Donc si je reviens ici dans l'environnement public, je te remontre le schéma ici. Et bien ici, tous les jours à 9 h, ça va s'actualiser. Donc ici, j'ai la possibilité de l'actualiser à la main directement. Voilà, je déclenche l'actualisation manuelle. Mais demain à 9 h, ça va s'actualiser automatiquement. Ce qui est bien dans Power BI aussi, c'est que tu vas pouvoir, une fois que c'est partagé, savoir combien de fois le rapport il a été vu et par qui. Ça, c'est intéressant aussi quand tu livres des dashboards, savoir si ce dashboard-là, in fine, est-ce qu'il est utilisé, pas utilisé. Et pour quelqu'un qui serait responsable d'un déploiement Power BI au sein d'une entreprise, ça peut être intéressant de monitorer justement l'utilisation de Power BI. Alors, on peut aller plus loin parce que je vois qu'il reste encore un peu de temps. Au niveau du rapport, donc là je vais retourner dans mon petit rapport Power BI, je vais avoir la possibilité de faire des commentaires. Si je viens ici, je clique sur commentaires et je vais sélectionner par exemple ce truc-là, et je vais lui dire, je vais commenter ce petit finalement graphique que je comprends pas trop. Je vais parler à mon contrôleur de gestion, admettons que je sois directeur comptable ou alors que je sois DAF ou responsable contrôle de gestion. Et je vais lui dire, par exemple, je vais le dire à Maxime, je vais taguer Maxime, et je vais dire Max, pourquoi ça décroche? Alors en français par contre, je commençais à écrire en espagnol. Pourquoi du coup ça décroche? Voilà. Et lui en fait, il va pouvoir me répondre. Donc là, je vais faire publier et il va pouvoir me répondre directement en fait sur le tableau de bord. Et donc là, ça évite les échanges d'emails innombrables avec des choses où des fois on n'a pas les dernières données, on comprend pas tout, etc. Là, ça nous permet finalement à l'intérieur de communiquer sur le dashboard et d'avoir quelque chose de beaucoup plus collaboratif. Et donc là, il va pouvoir répondre, par exemple, c'est normal, hop, c'est parce que j'ai acheté un nouveau PC, par exemple. Voilà. Max, il aime bien les dépenses et du coup, il a fait décrocher notre budget. Bon, donc voilà, vous avez vu, vous pouvez vraiment communiquer et collaborer au sein du dashboard. Vous allez pouvoir également exporter ce dashboard en PowerPoint, en PDF, ce qui permet aussi de donner une vue statique à des personnes qui voudraient, on va dire, le mettre de côté, l'archiver, comme on dit. Et comme ça,
c'est fait, c'est archivé, vous avez votre état et vous pouvez du coup piloter sereinement votre entreprise. La vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit j'aime et un commentaire pour nous donner de la force si tu as apprécié le contenu et si tu as appris quelque chose. Ça va nous motiver à en faire d'autres sur des tips bien plus précis et peut-être des cas d'entreprise peut-être bien plus complexes qu'on pourrait rencontrer. Donc n'hésite pas à nous laisser un commentaire, peut-être d'ailleurs pour nous donner un sujet que tu aimerais qu'on traite. C'est avec grand plaisir. Et puis, encore une fois, si tu veux aller plus loin sur Power BI, n'hésite pas à aller en description de cette vidéo. Il y a tous les liens nécessaires pour apprendre Power BI en entreprise. Je te souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure où tu regardes cette vidéo et on se dit à la prochaine sur la chaîne. N'oublie pas de t'abonner. Ciao!